Voici Laurent et Emmanuel, désespérés parce qu'ils ne peuvent plus voir leur petit frère de 8 ans depuis le décès de leur mère. Le fait de ne plus les avoir, c'est insupportable et insurmontable aussi. Son père et sa nouvelle compagne feraient barrage et empêcheraient tout contact. Pourquoi il tient pas sa promesse, comme quoi qu'on allait voir le week-end, un week-end par mois? Vous arrêtez de me faire chier? Le dialogue est au point mort. Benoît, essayez de me le passer si vous pouvez. Voici l'enquête de Benoît Dons. Voilà maintenant 7 mois que Laurent et Emmanuel seraient privés de leur demi-frère. Une séparation douloureuse qui date du décès de leur mère en juillet dernier. Depuis cette époque, l'ex-beau-père d'Emmanuel et Laurent, celui que nous appellerons Pierre, les empêcherait de voir leur demi-frère. Une situation devenue insoutenable pour Emmanuel et Laurent qui, après avoir perdu leur mère, ont l'impression qu'ils seraient en train de perdre leur petit frère. Notre petit frère, c'est la seule chose que notre maman nous ait laissé, quoi. Elle n'avait pas grand-chose. Je lui ai fait la promesse de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour faire ce qui est nécessaire pour pouvoir garder les liens avec lui. Malheureusement, le père ne voit pas ça de la même façon, je pense. Pour mieux comprendre ce qui a pu se passer, retour en 1995. À cette époque, Emmanuel et Laurent sont adolescents et vivent avec leur mère. Une période de forte complicité dont ils se rappellent aujourd'hui avec émotion. Ah oui, on était toujours très, très unis et voulait qu'on soit toujours ensemble, quoi. Ouais, se serrer les coudes. Ce qu'elle voulait, quoi. On se serrait vachement les coudes, voilà. Elle nous a élevés comme ça, quoi. C'est vachement en famille, quoi. C'est-à-dire que les uns avec les autres, il y en a un qui a un problème, il aide l'autre et ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire que, voilà, comme une maman fait avec ses enfants, quoi. Une famille unie dont le destin a basculé en 1999. À l'époque, Isabelle, la mère d'Emmanuel, est célibataire et c'est par l'intermédiaire de son oncle qu'elle fait par hasard la connaissance d'un homme dont elle va follement tomber amoureuse. En fait, il travaillait avec mon oncle et c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus et qu'ils ont été manger au resto. Comme des amourettes, quoi. Ils allaient au restaurant, ils se draguaient, voilà, quoi, ils se sentaient heureux, quoi. Elle avait tout fait pour que nous, on soit bien. Et elle avait mis un peu sa vie privée de côté. Et on a apprécié que justement, elle trouve à son tour le bonheur et qu'elle puisse en profiter, quoi. On pensait qu'ils allaient vivre ensemble toute leur vie, quoi, et qu'ils étaient vraiment bien, quoi. On pensait qu'elle était tombée sur quelqu'un de bien et qu'enfin, elle allait pouvoir vivre une vie normale comme tout le monde, quoi. Elle se sentait bien avec lui et on n'imagine pas qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et c'est pour ça, en fait, elle était amoureuse de lui au début et voilà, quoi. Lui, comment était-il avec vous, les enfants? Il était très bien avec nous, on n'a jamais eu de problème. Il nous a très bien acceptés d'ailleurs. Et nous aussi, on l'a très bien accepté. Il n'y a jamais eu de soucis ni rien. Isabelle a enfin trouvé le bonheur. Entre elle et son nouveau compagnon, tout va très vite. Seulement quelques mois après leur rencontre, elle attend un heureux événement. À ce moment-là, tout semble aller pour le mieux, mais pourtant... Elle tombe rapidement enceinte et en même temps, elle tombe malade, en fait, du cancer, justement. Et bon, c'est un peu grâce au petit que ça lui a redonné goût à la vie, quoi. Et ça a été même énorme, quoi. C'était le petit frère qui allait bientôt arriver, qu'on allait chouchouter. Ça lui a redonné goût à la vie et elle s'est battue pour lui, quoi. Elle s'est battue, quoi. Et puis elle s'en est bien remise, quoi. Elle faisait tout, quoi. Elle s'occupait très bien du petit, elle faisait tout à la maison, elle demandait rien à personne. Elle s'occupait très bien de tout le monde, même de nous et tout. C'était une vraie maman, quoi. Une vraie maman. Et lui, avec le petit, c'était un père présent? Comme tous les pères, quoi. Normal, s'entendait bien avec le petit. Voilà. Pendant 7 ans, la famille nage dans le bonheur. Donc c'était vraiment une famille réunie, recomposée, réunie et soudée, quoi. Donc on faisait tout ensemble, quoi. Des pique-niques, des sorties, on faisait vraiment une famille normale, quoi. Et il jouait un peu le rôle du papa avec nous, c'est-à-dire on se confiait à lui, on était vachement complices aussi avec lui. Mais au fur et à mesure du temps, les disputes entre Isabelle et Pierre se multiplient et deviennent omniprésentes. Le couple est au bord de la rupture. En fait, ça a commencé à se dégrader quand mon ex-beau-père, il partait souvent le soir à la pêche, tout comme ça. Et en fait, notre maman, elle se doutait de quelque chose, quoi. Et en fait, elle était comme
elle est tombée dans l'alcool. À cause de sa maladie et d'être coupée du monde, elle est tombée dans l'alcool. En fait, elle s'échappait un peu de sa misère, quoi. Elle avait pas d'amis, quoi, en fait. Alors en fait, elle tombait de plus en plus dedans, quoi, et on pouvait rien y faire, quoi. Et au fur et à mesure, ça s'est envenimé, et ils n'arrêtaient pas après de se disputer entre eux, quoi. En juillet 2005, c'est le point de non-retour. Pierre quitte le domicile. Jamais on pensait qu'ils seraient partis comme ça. Alors, surtout qu'ils avaient déménagé, se retrouvaient dans une maison, dans un village perdu, sans moyen de locomotion. Elle ne pouvait pas parler suite à son opération. Donc jamais on n'aurait pensé qu'ils seraient partis comme ça du jour au lendemain, quoi. S'ensuit alors un long combat juridique entre lui et Isabelle pour s'attribuer la garde de leur fils. De son côté, Isabelle multiplie les courriers au procureur. Le 27 octobre 2005, un jugement est rendu. Il ordonne l'autorité parentale conjointe et fixe le domicile de l'enfant chez le père. Pour fixer la garde d'un enfant lorsqu'il y a séparation ou divorce, l'alcool est un facteur aggravant pour celui qui peut réclamer la garde, puisque un magistrat aura plus de difficultés à laisser un enfant, surtout petit, à une mère qui a des problèmes d'alcoolisme que si elle n'en a pas. En revanche, la maladie, sur le principe, ne vient pas modifier les droits d'une mère. Isabelle pourra donc voir son fils tous les mercredis, un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Une décision qu'elle aurait eu du mal à accepter et face à laquelle elle n'aurait cessé de se battre. Pour ma maman, c'était important de se battre pour mon petit frère parce que c'était le dernier et elle le voulait à tout prix, quoi, parce que c'était sa raison de vivre. Et voilà, quoi, en fait, elle voulait à tout prix le garder, quoi, le petit. Ah oui, c'était un énorme coup de massue même, parce que justement, elle espérait récupérer le petit et pouvoir vivre ses derniers jours avec, quoi. Maman, sans arrêt, a pas arrêté d'écrire au juge, au procureur, pour justement demander des droits de visite, de savoir comment le petit allait. Elle savait qu'elle était malade et qu'un cancer, ça reste un cancer. On sait très bien que ça s'atténue, mais que ça peut repartir. C'est un sursis en quelque sorte. Donc quelque part en elle-même, elle devait le savoir et elle voulait tout faire pour que le petit revienne avec elle à la maison pour pouvoir en profiter le plus possible, je pense. Isabelle mène alors un double combat. Elle se bat pour récupérer la garde de son fils, mais également contre la maladie qui ne cesse de gagner du terrain. En fait, la santé de ma maman se dégrade de plus en plus jusqu'au jour où on sait à la clinique, en l'emmenant justement à l'hôpital, parce qu'elle fait que se plaindre qu'elle a mal au dos les derniers jours. Elle disait qu'elle avait mal au dos, donc moi je l'amène à la polyclinique. Et là, ce jour-là, le docteur vient nous voir et nous dit qu'il lui reste plus que quelques heures à vivre. Et là, c'est ce jour-là qu'on a su qu'elle était en phase terminale d'un cancer. Que c'était la fin. Quand j'ai appris la nouvelle, c'était le choc, quoi. C'est un choc énorme. Un choc énorme, quoi. C'était la seule personne qui comptait pour nous, avec nous, notre petit frère. Celle qui comptait énormément pour nous, pour donner une grosse place dans notre cœur. Et du jour au lendemain, sans rien savoir, comme ça, elle nous quitte. C'est très dur. Moralement, c'est très dur. Isabelle sent que la fin est proche. Sur son lit d'hôpital, elle fait une dernière demande à Laurent. Ma maman m'a demandé comment elle a pu de faire en sorte qu'on ne soit jamais éloigné de notre petit frère. C'était la seule chose pour laquelle elle vivait, où elle se battait pour lui. Alors je lui ai fait la promesse de jamais abandonner son combat et de le continuer jusqu'au bout pour qu'elle soit fière de nous et pour honorer ma promesse. Le 23 juillet 2007, Isabelle s'éteint. Quelques jours plus tard, une messe a lieu en son honneur. Christophe, son frère, et Maria, sa belle-sœur, sont évidemment présents et auraient été témoins d'une promesse que Pierre aurait faite. Une promesse qu'il n'aurait jamais tenue. Il a promis que lors de la sortie de l'église, au moment où on allait emmener Isabelle au crématorium, que leur frère continuerait à la voir le week-end, les vacances. Et en fait, non.
Il a manipulé, il nous a tous manipulés. C'est horrible. C'est tout ce qu'il leur reste de leur mère. Laurent et Emmanuel ont l'impression que la mémoire de leur mère vient d'être bafouée. Moi j'ai vécu ça comme une trahison de sa part. Je pensais pas qu'il était comme ça. À ce point-là, mentir aux gens devant tout le monde, surtout devant une église et devant le cercueil de ma maman. Jamais j'aurais pensé que c'était une personne qui aurait menti comme ça et qui abuserait de notre confiance. Jamais. Alors qu'ils étaient très proches de leur petit frère, Laurent et Emmanuel se retrouvent maintenant complètement privés de contact avec lui. Une situation extrêmement difficile qui dure depuis 7 mois et que les deux frères ne supportent plus. Dorénavant, ils font tout pour le revoir et ainsi tenir la promesse qu'ils ont faite à leur mère. C'est un combat, c'était surtout pour pouvoir revoir notre petit frère, c'est notre seule famille maintenant. Enfin, la plus proche, c'est notre plus proche famille, et c'est notre chair, notre sang, le sang et la chair de ma maman. C'est dur quoi, de ne pas le voir, surtout parce que moi je le voyais le mercredi et le week-end. Et c'est dur de ne pas le voir, quoi. C'est la chose qui nous manque le plus, quoi, après notre maman, quoi. Et on ne pouvait pas le laisser comme ça sans le voir, donc le seul moyen de pouvoir le voir, c'était d'écrire à la juge. Madame, monsieur le juge, suite au décès de notre mère, nous ne pouvons plus voir notre petit frère. Depuis sa naissance, nous n'avons jamais été séparés. Nous étions une famille unie. En plus de la douleur d'avoir perdu notre mère dans le courant de l'année, nous avons le sentiment de perdre aussi notre petit frère. Quelques jours plus tard, le juge aux affaires familiales leur répond. Il semble sensibilisé par leur cause, mais indique que sans avocat, Laurent et Emmanuel ne peuvent pas faire valoir leurs droits. Problème, les deux frères n'ont pas les moyens de s'attacher les services d'un avoué. Ils se retrouvent donc dans l'impasse. Pourtant, chez Laurent, tout est déjà prêt pour recevoir son petit frère. Mais ça faisait 7 mois qu'on n'arrivait plus à voir le petit, donc n'ayant plus les moyens de l'avoir ni au téléphone et surtout de plus le voir non plus, on n'a pas eu le choix que d'aller à l'école avec les cadeaux qu'on avait achetés pour son anniversaire, pour son Noël. Donc on a été à l'école pour lui montrer ce cadeau, pour qu'il voie et qu'on l'oublie pas, quoi, et qu'on pense à lui, parce qu'on pense tous les jours à lui. Et il nous a demandé pourquoi on l'appelait plus, et on lui a dit qu'on l'appelait, et qu'il n'était pas là quand on l'appelait. Et le petit nous a dit que si, il fait si, je suis là, mais bon. Après on essaye de pas trop lui en parler, parce que bon, c'est des problèmes quand même d'adultes. Et donc il était hyper content, il avait vu les cadeaux et tout ça, il était content. Et bon, le père est arrivé à la fin, à la sortie de l'école, et quand il a vu qu'on était au bord de la route avec tous les cadeaux et tout ça, il a pris le petit par la main et il est parti comme un sauvage. Et bon, j'ai dit au père, essaye de prendre les cadeaux, au moins pour le petit. Il a rien voulu savoir, il est parti, et puis bon, on est resté au bord de la route comme sans voir, quoi. On n'arrive pas à comprendre pourquoi il réagit comme ça, parce qu'on lui a rien fait, on lui a jamais rien fait, causé de problème ni rien, et du jour au lendemain, de couper les liens comme ça, c'est pas possible à supporter. Il nous dit un coup, maintenant le petit, alors il est boulimique, il a des tics, il a des tocs, non mais il a tout d'un coup là. Alors, le père aurait dit qu'on lui aurait fait regarder des films porno justement au petit. Donc le père il raconte un peu ce qu'il veut. Plus le temps passe, et plus Emmanuel et Laurent ont peur que leur petit frère pense qu'ils l'ont abandonné. Accompagnés de Laetitia, l'amie de Laurent, ils décident aujourd'hui de tenter une nouvelle fois de discuter avec leur ex-beau-père. Ils partent à sa rencontre, équipés d'une caméra cachée. À leur arrivée, ils aperçoivent leur petit frère dans la cour de récréation de l'école. Quelques minutes de bonheur intense après plusieurs mois de séparation. Ça va bien? Oui. L'école aussi? Oui. Ouais. Des bisous? Ouais, c'est bien. Ça va bien. Bon, ça fait plaisir de te voir. On a envie de te voir, Laurent et Emmanuel aussi, j'ai envie de te voir beaucoup, tu vois. D'accord? Même si ça met un peu de temps et on pense très fort à toi, tu le sais ça. On t'aime très fort. On t'aime. Eh oui, on t'aime beaucoup. Tu nous fais un gros bisou? Heureux d'avoir pu voir leur petit frère, Laurent et Emmanuel se dirigent maintenant vers le domicile de leur ex-beau-père. Après quelques minutes d'attente, ils rencontrent la nouvelle amie de leur ex-beau-père. L'entrevue est filmée en caméra cachée. Je vais pas discuter avec vous, j'ai pas envie. Oui, de toute façon, on veut parler au père. Vous voulez pas comprendre. Pourquoi il nous a promis à la messe, il pleurait qu'on allait pas être...
Pourquoi il tient pas sa promesse, comme quoi qu'on allait voir le week-end, un week-end par mois? C'est normal qu'il soit perturbé, le petit, il a perdu sa mère. Maintenant, vous arrêtez de me faire chier. Ouais. Je veux bien. On vous a jamais embêté déjà d'une chose. Là, vous venez chez moi. Oui, mais on vous embête pas. De toute façon, on veut parler au père. Alors. Mais faites ce que vous voulez. Mais voilà, ben, on veut parler avec le père, voilà. C'est dommage, c'est dommage que ça soit vous. C'est dommage que ça soit vous. Eh bien, appelez-le. Appelez-le. Pourquoi faire? Vous voulez les faire? Parce que là, vous m'importunez, vous êtes chez moi. Ah ouais, je vous avoue. Non, on attend le père. On va se mettre là, on n'est pas chez vous. On vous a pas dit que tu nous faisais chier. Ah non, parce que si on l'aime, on veut le voir. Eh oui. La discussion tourne court, mais Laurent et Emmanuel veulent des réponses. Quelques minutes plus tard, c'est le père du petit qui arrive. Laurent et Emmanuel vont-ils revoir leur frère absent depuis 7 mois? On sera toujours là les uns pour les autres et ça ne changera rien. Comment va réagir ce beau-père alors qu'il semble inflexible? Le petit a dit que son frère lui faisait regarder des films porno, des livres porno. Comment rétablir le dialogue? On t'a pas fait de menace, tu nous as serré dans les bras, on t'a pris dans les bras pendant l'enterrement. Devant le cercueil de maman, t'as promis. On m'a pris dans les bras tout simplement pour bien m'enculer. Quant à Pauline et sa mère, elles attendent avec impatience et angoisse le retour de Bernard Sabat qui négocie pour elles. Leurs vies peuvent basculer. Nous saurons tout dans quelques instants. Puis nous aiderons Julien qui, à 23 ans, est ruiné. Le responsable de ce désastre serait son propre père. Je pense à l'argent, tout le temps à l'argent. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il m'a brisé ma jeunesse. Pas d'excuses. Sans aucun doute, spécial affaire de famille. La suite, dans un instant. Nous étions à l'instant en compagnie de Laurent et d'Emmanuel qui ne peuvent plus voir leur petit frère depuis 7 mois. Équipés d'une caméra cachée, ils s'apprêtaient à demander des explications à leur beau-père en charge de l'enfant. C'est le père du petit qui arrive. Moi, je parle de vous parler. J'ai une question. D'accord. Et si tu veux bien me répondre. Ouais. C'est une question. Juste vraiment pourquoi on peut pas voir le petit. Et pourquoi tu respectes pas la dernière volonté de maman? Laisse répondre d'abord. Ouais, je t'en dis bien. Pourquoi tu respectes pas sa dernière volonté? Juste à cette question. Réponds-nous. Et au moins l'honnêteté de nous répondre. Le dialogue semble impossible. L'homme refuse de s'exprimer. Pour Emmanuel et Laurent, c'est une énorme déception. Leur petit frère leur manque. Aujourd'hui, la situation est devenue trop pesante. Ils craquent. Ma mère et mon petit frère, c'est ce qui comptait le plus pour nous. Et le fait de ne plus les avoir, de ne plus avoir ma mère et de ne plus voir notre petit frère, c'est insupportable, insurmontable aussi. C'est le seul souvenir qui nous restait de notre maman. Et c'est dur de plus le voir. On restera toujours ensemble et jamais on se séparera. On sera toujours là les uns pour les autres et ça ne changera rien. Et rien ne pourrait y changer. Emmanuel et Laurent souffrent de l'absence de leur demi-frère, même s'ils n'ont jamais contesté la garde du beau-père. Et pourtant, depuis la disparition de leur mère, ils ne voient plus l'enfant, âgé aujourd'hui de 8 ans. Pour eux et pour leurs frères, nous devons aider cette famille à se retrouver. Nous retrouvons en duplex notre journaliste Benoît Dombes. Donc je crois que vous avez pu retrouver l'endroit où pourrait être ce monsieur? Oui, tout à fait. Effectivement, ce monsieur travaille sur un chantier, donc ça ne veut pas une centaine de mètres de chantier. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller directement aller voir ce monsieur pour avoir ses explications. Bien, eh bien Benoît, nous vous suivons, c'est parti. Nous suivons Benoît Donce, notre journaliste sur le terrain, jusqu'au chantier où travaille le beau-père d'Emmanuel et de Laurent. L'homme est bien sur place, mais la conversation s'annonce délicate. Vous me cassez les couilles. Benoît, essayez de me le passer si vous pouvez. Je vous le passe, Julien. Oui. Oui, bonjour monsieur. Je suis vraiment navré de vous déranger. Nous allons vraiment faire très très court, monsieur. On n'est vraiment pas là pour vous embêter, monsieur, sachez-le. Vous avez autre chose à faire, certainement, et nous aussi. J'essaie juste de comprendre de manière à avoir une explication claire pour ces enfants, les deux demi-frères. Simplement savoir
Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'ils puissent le voir? Il y a certainement une bonne raison, mais autant le savoir, comme ça règle directement le problème. C'est tout ce que nous voulons savoir, monsieur. Eh bien, il y a un jugement qui a été fait. Si vous voulez des renseignements, vous allez au tribunal. Votre dame nous en a parlé, mais ce qu'on ne comprend pas, et c'est pour ça qu'on se tourne vers vous, c'est que quand il y a un jugement, s'il y a un jugement qui empêche ses demi-frères de le voir, ils auraient dû le... Oui, monsieur, écoutez-moi, ils auraient dû le recevoir, ce jugement. Ils auraient dû avoir quelque chose. Or, ils n'ont rien. Ils ont qu'à écrire au tribunal en grande instance, et puis c'est tout. Oui, qu'est-ce qu'il dit, le jugement? Qu'ils n'ont plus, qu'ils ne peuvent pas l'approcher? Pour l'instant, ils n'ont pas le droit de s'en approcher. Et il y a une raison particulière, non? Oui, parce que le gosse, le petit est passé devant un pédopsychiatre. Et devant le pédopsychiatre, le petit a dit que son frère lui faisait regarder des films porno, des livres porno, il faisait regarder des films d'horreur. D'accord. Le gosse a bien précisé au pédopsychiatre. Donc ça, c'est marqué noir sur blanc sur l'expertise. Ça doit être marqué, c'est marqué. Je n'ai pas en tête le dossier. Mais vous l'avez vu, vous, cette expertise, le papier, il existe? Le papier, il doit exister. Selon le beau-père d'Emmanuel et de Laurent, un rapport du pédopsychiatre interdirait à nos témoins de voir leur petit frère. Pourtant, notre homme ne peut nous assurer de l'existence d'un document officiel. Existe-t-il vraiment? Autre question, à quel moment Emmanuel et Laurent auraient-ils pu montrer un film pornographique à leur petit frère puisqu'ils ne le voient plus depuis longtemps? Alors, quand est-ce qu'il auraient montré cette cassette? Après le décès? Après le décès. Mais monsieur... Comment ça serait possible que j'aurais fait regarder des films porno alors qu'on l'a vu qu'une fois après l'enterrement? Mais bien sûr, vous êtes venu le voir qu'une seule fois. Et si vous voulez savoir même encore plus... Mais quand... La mère, elle était même pas encore sortie de l'église que je recevais déjà des menaces. Que je recevais déjà des menaces. Tu nous as pas serré dans les bras à l'enterrement devant tout le monde. Il y a des gens qui l'ont vu, on t'a pas fait de menaces, tu nous as serré dans les bras, on t'a pris dans les bras pendant l'enterrement. Devant le cercueil de maman, t'as promis. On m'a pris dans les bras tout simplement pour bien m'enculer. Ouais, t'as pleuré et tout devant le cercueil de ma maman, quoi. Ouais, c'est ça. Monsieur, sachez une chose en tout cas, que depuis que l'on est là ensemble, ils n'ont jamais dit quelque chose de méchant sur vous. Je leur ai posé la question, comment ça se passait avec cet homme, et voilà ce qu'ils m'ont répondu. Il était adorable avec ma mère. Pour nous, c'était un vrai bonheur de voir que ma mère retrouvait le sourire grâce à cet homme. Nous, ils nous considéraient presque comme ses enfants. Il n'y a jamais eu un mot et un geste déplacé. Ils n'ont eu que des mots gentils pour vous. C'est ça que je comprends pas. Mais quand est-ce qu'ils auraient montré cette cassette? Alors à quelle occasion? Ah ça, c'est rien. Je suis pas avec mon fils quand mon fils il partait la voir. Et c'est votre fils qui vous en a parlé, qui un jour, tout d'un coup, est venu en disant... Oui, c'est le petit qui m'en a parlé. Il est venu un jour en disant, j'ai vu mes frères, ils m'ont montré une cassette. Vite fait, hein. Il m'en a parlé, hein. C'est simple, on l'a eu qu'un week-end, le petit, donc tu devrais t'en souvenir. Vous foutez de ma gueule, vous l'avez eu qu'un week-end? Oui, parce que le deuxième mois... Mais bien sûr, mais vous foutez la gueule de qui, là? Et encore, on a été obligé de pleurer pour l'avoir. Voilà, exactement. Mais bien sûr, vous êtes en train de pleurer, là. Le deuxième mois, quand on voulait venir le chercher, le petit, tu nous as dit que le week-end, il n'avait pas été précisé. Donc en fait, le deuxième mois, tu nous le passais le week-end que quand tu voulais. Et alors, quand on t'a dit, mais quand on l'aura alors, tu nous as dit, mais vous l'aurez plus, le petit. Et voyez votre avocat. Et voyez avec votre avocat. Monsieur... Alors, vous l'avez fait? Est-ce que vous avez pris contact avec mon avocat? Oui. Est-ce que vous avez pris contact avec l'éducation? Oui, tout à fait. Vous n'avez rien fait. Et l'avocat, il m'a dit que c'était toi qui voulais plus qu'on voie le petit. Non, j'en ai rien à foutre de la télé. Il y a autre chose à faire. Moi, je gagne au monde, à notre partenaire. Monsieur, c'est parfait. Monsieur, juste pour monsieur, Julien, je crois que malheureusement, il y a un point de retour. Monsieur ne veut plus discuter. Bon. Malgré l'insistance de notre journaliste, nous ne parvenons pas à rétablir le dialogue avec le beau-père d'Emmanuel et de Laurent. L'homme reste fermement campé sur ses positions. Selon lui, nos témoins ne doivent plus avoir aucune relation avec leur petit frère. Peut-il interdire toute rencontre? Gérard Michel nous livre son interprétation. Je pense que ce monsieur a décidé de tourner la page. Oui. Ça, la mère, enfin votre maman est décédée. Bon, il y a une autre femme dans sa vie, il veut fermer les portes. Ensuite, qu'il soit mal à l'aise. Comme souvent, les gens, dans ce cas-là, il est agressif et plus que nécessaire. Parce qu'il est mal à l'aise et qu'il n'a rien à dire, c'est probable. Maître de Comont. Je ne serais pas étonné qu'il y ait dans cette situation ce qu'on voit parfois quand, vous savez, une personne confond les conclusions de son avocat et le jugement rendu après. Là, je pense qu'il y a une anticipation. Il parle d'un visionnage de cassettes pornographiques. Il dit que le petit lui a dit, c'est peut-être vrai. Peut-être que le petit a déjà été entendu par quelqu'un qui a recueilli ses déclarations. Mais d'ici à dire qu'il y a eu un jugement
voire même une expertise ordonnée par un juge dont n'auraient pas eu connaissance les principaux intéressés, ceux mis en cause, c'est juridiquement impossible. Gérard. Il faut bien rappeler qu'actuellement, il n'y a aucun procès contre eux. Si eux avaient demandé à voir l'enfant et le père s'y oppose, on donne une expertise, d'accord, mais il n'y a aucun procès contre eux. L'ex-compagnon de la mère de nos témoins nous a-t-il fui délibérément pour ne plus avoir à entendre parler de ses beaux-fils? Nous ne pouvons pas nous prononcer. Mais selon Laurent, notre homme n'en serait pas à son coup d'essai. Depuis le décès de ma maman, on n'a pas moyen de discuter avec lui, ni avec elle, ni avec la belle-mère du petit maintenant. Et à chaque fois, on se fait insulter, il nous raccroche au téléphone, donc bon, on peut rien faire, quoi. Et puis bon, si on insiste un peu trop, c'est le genre de personne qui est capable d'aller porter plainte après ensuite pour un oui ou pour un non. Donc on n'insiste pas parce qu'on sait très bien qu'il va y aller. Ça vous fait de la peine pour votre maman, si elle voyait tout ce qui se passait? De toute façon, elle doit le voir tout ce qui se passe. Hein, et ça doit lui faire grave, beaucoup de peine même. Hein, comment il est devenu ce monsieur. Parce qu'il a vraiment changé depuis le décès de ma maman. On se demande vraiment pourquoi il a changé comme ça, quoi. Devant l'attitude de leur ancien beau-père, Emmanuel et Laurent sont presque résignés. Retour auprès d'Emmanuel et Laurent qui veulent revoir leur petit frère. Nous voulions parler à leur ex-beau-père, mais le téléphone sonnait dans le vide. Nous tentons notre chance une dernière fois. Oui, allô? Allô, bonjour madame. Est-ce que est là, s'il vous plaît? C'est de la part? C'est monsieur Courbet à l'appareil, il est pas là? Monsieur Courbet. Alors, je me présente, monsieur Courbet, Julien, de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Hein? Voilà, je me permets de vous appeler, madame. Rassurez-vous, il n'y a rien de grave. J'essaie juste de comprendre une situation dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de l'émission Sans aucun doute. Et c'est pour ça que j'avais besoin de joindre ce monsieur. Mais vous savez vers quelle heure il peut rentrer? Alors, c'est une mauvaise blague qu'on vous a fait, monsieur. Les papiers qu'on vous a envoyés ou quelque chose comme ça, il n'y a même pas lieu de faire une émission. Si vous voulez faire une émission, c'est directement au juge. D'accord? De quoi vous parlez? On vous a remis une histoire entre les mains, je suppose. Ah ben oui, bien sûr. Oui, de la part de grands frères pour avoir pour essayer de voir visite. Pour essayer de voir leur petit frère, oui. Voilà. Alors, si vous vous en mêlez, je pense que ça ira très loin parce qu'il y a un juge dedans. C'est une histoire de famille. Ça ne regarde pas la télé, ça ne regarde personne. Cette histoire regarde pourtant bien Emmanuel et Laurent. S'ils sont venus sur le plateau de Sans aucun doute, c'est pour avoir la possibilité de revoir leur petit frère. Nous demandons donc à la nouvelle compagne de l'ex-beau-père pourquoi elle souhaite, elle aussi, couper les ponts entre nos témoins et leur demi-frère. Ils veulent pas comprendre. Il y a un juge qui a demandé que l'enfant soit suivi, qu'il y a un point de repère pour cet enfant. Les grands frères déstabilisent le petit garçon. Voilà, mais maintenant, ça regarde personne, ça regarde pas la télé. Si, parce qu'ils sont pas au courant. Il y a les familles, il y a les microbes, il y a bien tout sûr. ça. C'est pas une histoire qu'on présente à la télé, monsieur. Mais eux, ils ont jugé utile, comme ils sont très malheureux de ne pas le voir, de venir, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Déjà, ils le voient, ils viennent le voir à l'école, monsieur. Le gamin, il est complètement troublé, il en a peur, le gamin. On est venu une fois à l'école le voir déjà. Eh ben voilà, maintenant, c'est bien, ils écoutent cette conversation. Mais non, ils écoutent pas, madame, on est sur le plateau de l'émission Sans aucun doute. Eh ben c'est bien. Donc ils ne sont pas les seuls à écouter. Monsieur, je vous connais pas, je vous connais que de réputation à la télé. Il y a des autres choses qui sont quand même un peu plus importantes que d'étaler la vie familiale sur un plateau de service. C'est énorme ce que vous dites. Hein, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a 8 ans, qui a 7 ans et qui a perdu, qui a 8 ans le 1er février, qui a perdu sa maman. Il est complètement déboussolé, ce gamin, qu'on lui fout la paix. Le juge a dit, mais madame, c'est un enfant qui a besoin bien d'être sûr, structuré. madame, je suis d'accord avec vous, je suis entièrement d'accord avec vous, mais expliquez-moi quel droit vous avez, vous, de plus que eux, c'est des demi-frères. Vous êtes une belle-mère, pourquoi vous avez le droit de le voir et pas eux? Monsieur, c'est le juge qui a décidé ça. Mais quel juge? Le juge a décidé que l'enfant avait des troubles. Enfin, mais c'est ça pour ça qu'on vous appelle, madame. Madame, je vous crois, mais je ne sais pas, je n'étais pas au courant. C'est pour ça que c'est bien que je vous appelle. Je ne savais pas. Il s'agit de quel juge? Parce que personne n'est au courant de ça. Oh, mais ils le savent, monsieur Courbet, alors. Mais dites-moi lequel, madame? Ils le savent très bien. Il y a le juge des enfants qui a fait une expertise, qui a demandé un jugement, qui a demandé des expertises pédopsychiatriques, psychologiques. L'enfant
je vais vous dire, c'est ce que On vous n'a pas voulez été au savoir, courant. parce qu'eux, ils le savent très bien. Les cassettes porno. Comment? L'histoire des cassettes porno. Non, mais ça, je vous parle pas de ça. Enfin, oui, ça entre autres. Pourtant, c'est grave, hein. Maintenant, j'en ai marre. Je veux qu'on foute la paix à ce gamin. Bon, de toute parce façon, que madame, c'est pas mes mères, c'est vous moi avez qui raison. Avec ce gamin, avec Bon. avec De toute ce façon, gamin. madame, là, vous êtes en train de parler comme si vous étiez sa mère et vous avez raison. On n'a pas parlé ça parce que vous n'êtes pas sa mère. Donc on va s'adresser à son papa. Parce que c'est avec le père qu'il faut qu'on parle. Je m'en excuse. Je vous présente mes excuses. Nous irons à la rencontre. Nous irons à la rencontre du papa pour lui parler. Je vous remercie, madame. C'est quand même. Je crois que ça a raccroché. Hein. Là-dessus, vous voulez lui dire au revoir, c'est pas grave. La conversation avec la compagne du beau-père est décevante pour le témoin. Mais elle nous a appris qu'un juge des enfants avait demandé une expertise. Cette information, si elle se révèle exacte, est capitale pour la suite du dossier. Gérard Michel propose donc à Laurent et à Emmanuel de se tourner directement vers ce juge pour espérer revoir leur petit frère. Il faut saisir officiellement le juge d'une demande de droit de visite, du moins de contact sur l'enfant, en expliquant que l'enfant est en danger, qu'il est isolé, que son père et sa belle-mère se sont repliés, qu'il n'a aucun contact avec personne, et que pour son équilibre, il a besoin de voir ses demi-frères. Avant qu'Emmanuel, Laurent et Laetitia ne saisissent le juge des enfants, nous devons nous assurer qu'une procédure a bien été ouverte. Pour cela, Marilyn Olivier tente de contacter en coulisses l'avocat de nos témoins. Elle y parvient, mais la conversation se prolonge. De nouveaux aspects du dossier ignorés jusqu'à maintenant sont mis à jour et cela prend du temps père. En attendant, retour auprès d'Emmanuel et Laurent qui veulent revoir leur petit frère. Marilyn Olivier, notre avocat, était en négociation téléphonique pour les défendre. Elle revient parmi nous. Maître, avez-vous pu avoir le conseil de nos amis? Alors absolument, j'ai eu mon confrère conseil de nos amis. Je n'ai pas de mauvaises nouvelles. J'ai même plutôt une bonne nouvelle, me semble-t-il. Il n'y a pas, à sa connaissance, de procédure ouverte devant le juge des enfants. Bon, comme ça on en est sûr, parce que ça pouvait être embêtant. Hein. Donc, à sa connaissance, mais un petit bémol, parce que, mais enfin, si lui n'est pas au courant, alors je ne vois pas qui peut être au courant. Il Donc, me il y a dit, rien... si une procédure était ouverte, j'en aurais été informé ou bien par son confrère, ou bien par le tribunal directement, ou le magistrat. La deuxième chose qui m'a autorisé à dire, puisque nos conversations sont confidentielles, est que lui, il a toujours ouvert la porte et est encore toujours ouvert à la discussion, à la négociation. Alors aujourd'hui, il attend nos amis qui viennent me voir, on va en discuter et je m'occuperai d'eux. Voilà. Il a compris votre situation. Bon. Donc aujourd'hui, vous pouvez aller tranquillement et sereinement voir le juge. Et vous avez, je crois, plus d'arguments maintenant que vous en aviez avant au vu de tout ce qui s'est passé, qui pourra être évoqué de toute façon. Hein. Tout ce qui a été dit, il n'y a pas de procédure, on ne vous reproche rien, donc il n'y a aucune raison que cet enfant, et le juge va certainement prendre la bonne décision. Bon, votre avocat, en tout cas, vous tend la main. Vous avez compris hein, comment. Donc, on le remercie, hein, on l'applaudit s'il nous regarde. Merci beaucoup. Je sais que là, vous êtes nerveusement, je suppose, fatiguée par ce qui s'est passé durant ces 48 heures, mademoiselle. Oui, mais on est content parce que bon, ça a l'air de se débloquer. Maintenant, on va faire tout ce qu'on peut pour arriver jusqu'au bout et récupérer le petit, au moins, qui vienne à la maison un week-end par mois ou comme ça. Et voilà, quoi, pour nous, ça serait la meilleure chose quoi, qui puisse arriver maintenant. Quoi. Je crois qu'on a eu assez de malheurs comme ça dans notre vie sans qu'on en rajoute encore un peu plus. Alors là, ouais, ça va être... Il y a quelqu'un là-haut qui doit être fier hein, de vous trois. Oui, hein. je pense. On doit être très fiers de nous, même. On doit être très fiers. Bon, écoutez, on va faire en sorte que ça se fasse le plus vite possible. Allez vite voir cet avocat, il vous attend, ne perdez pas de temps. Merci. Emmanuel et Laurent ont suivi nos conseils. Les deux frères sont allés immédiatement voir leur avocat. Ils se sont vus confirmer l'aide juridictionnelle, mais surtout, nos témoins sont parvenus à signer leur ancien beau-père en justice. Ils vont sûrement revoir leur petit frère. C'est bien sûr une affaire à suivre, sans aucun doute.